Arrêtez de prendre les choses trop au sérieux. Personne ne sortira vivant de ce jeu, littéralement. Dans 3 générations, plus personne ne se souviendra de votre nom. Et si cela ne vous libère pas, si cela ne vous pousse pas à lâcher vos putains de problèmes pour trouver un peu de joie, je ne sais pas ce qui le fera. La vie est par nature ridicule et destinée à finir tôt ou tard. Alors autant profiter du voyage. Je tenais à démarrer cet épisode avec une citation diffusée par Chris Williamson qui produit le podcast Modern Wisdom et qui me fait beaucoup penser à la raison pour laquelle j'ai lu le livre que je vais vous présenter aujourd'hui. Pour l'anecdote, le livre d'aujourd'hui, Le courage de ne pas être aimé, c'est un peu un achat compulsif de ma part. C'est suite à une vidéo ou un réel de Caroline Mignot, que je vous ai déjà présenté dans l'épisode sur son livre From Zero to Hero, et je sais même plus si elle en avait parlé ou si il était juste en arrière-plan, mais j'avais déjà entendu parler de ce livre et ça a été l'élément déclencheur de cet achat. Vous vous en doutez, on va bien sûr parler de l'approche du regard des autres dans un livre qui va forcément faire la promotion d'un égoïsme raisonné ou du moins d'œillères stratégiques qui libèrent du regard des autres. Je m'attendais à trouver dans ce livre des mécanismes actionnables ou au moins des éléments de motivation pour se détacher du regard des autres. Mais je vous avoue que j'ai été surpris par ce livre et par ce que j'y ai trouvé à l'intérieur. Franchement, je sais pas trop quoi en penser, alors je vais vous en parler dans cet épisode. Alors de quoi parle vraiment le livre Le courage de ne pas être aimé ? C'est parti pour un épisode du Book Club 154. Inspiration. En fait, ce livre m'a surpris, car j'ai un peu eu l'impression de l'avoir lu à l'envers. Je connaissais la réputation du livre, mais pas de ses auteurs. Le livre The Courage to be Disliked, donc Le courage de ne pas être aimé, il est coécrit par Ichiro Kishimi et Fumitake Koga, 2 auteurs japonais qui, en fait, ont contribué à populariser la psychologie adlérienne à travers une approche accessible et philosophique. Si j'avais su ça dès le début, évidemment, j'aurais été moins surpris de voir une approche très psychologique, très philosophique de la chose. Le courage de ne pas être aimé présente les idées de la psychologie adlérienne à travers un dialogue entre un philosophe et un jeune homme en quête de sens. Le livre explore des concepts tels que la liberté individuelle, la responsabilité personnelle et la manière de se libérer du besoin d'approbation des autres. Il a rencontré un grand succès international avec plus d'1 million d'exemplaires vendus depuis sa publication en 2013. La philosophie d'Alfred Adler, un des 3 grands penseurs de la psychologie moderne, aux côtés de Freud et Jung, s'oppose à celle de Freud notamment, qui voyait le passé comme une force déterminante, et aussi à celle de Jung, qui explorait les mystères de l'inconscient collectif. Adler, lui, il se concentre sur l'avenir. Selon lui, nos vies sont dictées pas par les blessures du passé, mais par les objectifs que nous choisissons de poursuivre. Un exemple marquant du livre met en scène une mère qui crie sur sa fille. Soudainement, le téléphone sonne. La mère décroche et, réalisant que c'est l'enseignant de sa fille, elle adopte immédiatement un ton poli et calme. Après avoir raccroché, elle reprend aussitôt ses cris envers sa fille. Ce scénario, pour Adler, il démontre que la colère n'est pas toujours une réaction incontrôlable, mais elle peut être un comportement choisi pour imposer sa volonté ou dominer une situation. La capacité de la mère à interrompre sa colère instantanément suggère qu'elle utilise cette émotion comme un moyen de contrôle et non comme une réaction spontanée. Les auteurs expliquent que, selon la psychologie adlérienne, les émotions comme la colère sont souvent des outils qu'on utilise pour atteindre des objectifs spécifiques, comme manipuler ou contrôler les autres. Reconnaître cette dynamique peut nous aider à mieux comprendre nos réactions émotionnelles et à adopter des comportements plus constructifs dans nos relations interpersonnelles. Dans le livre, les auteurs expliquent que si on se concentre uniquement sur les causes passées et qu'on essaye d'expliquer les choses uniquement par des liens de cause à effet, on va finir par tomber dans ce qu'on appelle le déterminisme au bout d'un moment, parce que ça voudrait dire que notre présent et notre futur ont déjà été décidés par les événements passés et sont immuables. Dans le livre, et pour illustrer la psychologie adlérienne, les auteurs prennent l'exemple d'une personne qui est dans un état d'anxiété et de peur à l'idée de sortir de chez lui. Et le philosophe, qui est un des 2 personnages du livre, explique à l'autre que son ami, qui est dans un état d'anxiété et de peur,
Il avait déjà en fait l'objectif de ne pas sortir auparavant et son corps a fabriqué un état d'anxiété et de peur comme moyen d'atteindre cet objectif. En psychologie adlérienne, ça s'appelle la téléologie. La téléologie, c'est l'étude de la finalité d'un phénomène donné plutôt que de sa cause, et la téléologie s'oppose à l'étiologie, qui est une notion freudienne et qui concerne plus l'étude des causes, et donc ce prédéterminisme entre guillemets. Et donc la psychologie adlérienne, qui a été développée, vous l'aurez compris, par Alfred Adler, repose sur une vision profondément optimiste et tournée vers l'avenir. Contrairement à Freud, qui mettait l'accent sur le passé et l'inconscient, Adler propose une véritable approche basée sur les objectifs, les choix personnels et les interactions sociales. Voyons donc ensemble les bases principales de cette philosophie qui sont présentées dans le livre. En premier lieu, on retrouve l'importance des objectifs plutôt que du passé. Les auteurs expliquent que Adler rejette l'idée que nos comportements actuels sont déterminés uniquement par des traumatismes passés. Ils disent « Ce n'est pas le passé qui dicte notre vie, mais les buts que nous poursuivons ». Adler croit que chaque comportement a un objectif, souvent inconscient, qui guide nos actions. Par exemple, une personne introvertie va éviter les relations sociales, pas à cause de sa timidité innée, mais parce qu'elle cherche inconsciemment à éviter la critique ou le rejet. Ensuite, les personnages vont parler notamment du sentiment d'infériorité et de cette quête de supériorité. Les auteurs introduisent le concept de sentiment d'infériorité qui est un moteur fondamental de la psyché humaine. Ce sentiment, il peut découler de nos limites physiques, sociales ou personnelles. Et en fait, plutôt que de le voir comme un problème, la psychologie adlérienne le considère comme une opportunité de croissance. Les auteurs expliquent que tous les progrès humains naissent du désir de surmonter un sentiment d'infériorité. On peut avoir un sentiment d'infériorité ou de supériorité qui va être mal géré, c'est-à-dire qui va mener à un complexe d'infériorité, qui veut dire qu'on va se sentir écrasé par ses limites, ou à l'inverse, un complexe de supériorité, qui va être de tenter de compenser par un besoin exagéré de dominer. Mais si ces complexes sont plus des traumas, Adler le reformule avec la notion qu'on a vue juste avant, la notion des objectifs, et de se dire que ça va permettre aux humains de progresser et de surmonter ces sentiments d'infériorité. Une notion qui est très fortement débattue aussi dans le livre, c'est la finalité sociale, le fait que, selon Adler, l'humain est un être communautaire. Adler voit l'être humain comme fondamentalement social, et donc il affirme que le bien-être individuel est inséparable de l'harmonie avec les autres, et il va proposer en fait le concept de sentiment d'appartenance. Être humain, c'est se sentir utile à sa communauté. Ça implique que les problèmes psychologiques, la dépression, l'anxiété, l'isolement, pour Adler, naissent souvent d'un manque de connexion ou d'un sentiment d'inutilité dans la société. La solution passe par le développement de relations égalitaires et de coopération, et donc via son environnement et ses relations interpersonnelles. Et c'est quelque chose qui est mis à mal dans le livre parce qu'il est confronté à la notion de séparation des tâches, qui est la notion suivante, donc la responsabilité personnelle et la séparation des tâches. En fait, dans la psychologie adlérienne, on met l'accent sur la responsabilité individuelle, et c'est là qu'on commence à tendre vers ce courage de ne pas être aimé. On explique que nous sommes responsables de nos choix et de nos actions, et ce, indépendamment des circonstances extérieures. Ça se traduit en fait par la séparation des tâches, c'est-à-dire que d'un côté on va retrouver ce qui relève de votre contrôle, vos efforts, vos décisions, et d'un autre, ce qui appartient aux autres, leurs opinions, leurs réactions. Et cette distinction, cette séparation des tâches, aide à réduire les conflits et à éviter de porter des fardeaux inutiles, comme par exemple essayer de plaire à tout le monde ou de se sentir coupable des échecs d'autres personnes. Et donc j'ai l'impression que c'est cette notion qui fait la bascule dans le livre vers ce qui était promis dans le titre, finalement, le fait de pouvoir se détacher et s'affranchir du regard des autres. Et pour finir, si dans la psychologie adlérienne, on prône le fait que le changement est toujours possible, il faut avoir le courage de l'accepter. Et ça inclut le courage d'être authentique, même si cela implique de ne pas être apprécié par tous. Et c'est ça qui est présenté, encore une fois, à la fin du livre, quand les auteurs expliquent « ce n'est pas la perfection qui compte, mais le progrès ». Avec cette approche, les auteurs nous invitent à embrasser nos imperfections et à se libérer de la peur du jugement.
Et donc vous l'aurez compris, en fait, tout ce livre, finalement, il nous attire avec une promesse qui est le fait de pouvoir trouver des mécanismes pour avoir le courage de faire des choses en se détachant du regard des autres. Mais en fait, on y arrive uniquement si on adhère à cette psychologie adlérienne qui est avant tout pratique et qui nous invite à faire cette démarche en suivant plusieurs étapes. Si je résume, les étapes sont les suivantes. Définir nos propres objectifs et ne pas rester prisonnier du passé. Ensuite, transformer nos sentiments d'infériorité en moteur de croissance. Renforcer nos liens sociaux pour pouvoir trouver un sens et une utilité dans la communauté. Prendre nos responsabilités en distinguant ce qui dépend de nous et ce qui ne l'est pas, donc la notion de séparation des tâches. Et enfin, oser vivre selon nos valeurs, même si cela implique d'être critiqué ou mal compris. Et ça, c'est le courage de changer et d'être soi-même. En résumé, la psychologie adlérienne nous propose une philosophie d'acceptation, d'action et de libération personnelle tournée vers un avenir où nous pouvons choisir d'être les acteurs de notre propre vie. Alors là, je vous ai parlé des idées du livre, que j'ai un peu résumé à la lumière de la lecture, que j'ai retravaillé un petit peu pour vous préparer cet épisode. Mais parlons de la forme, parce que si les idées sont cool, parfois intéressantes, je n'ai pour ma part pas du tout aimé la forme sous laquelle elles ont été transmises dans ce livre. En fait, le livre, c'est un dialogue complètement simulé entre deux personnages. C'est-à-dire que le livre, c'est une énorme discussion entre deux personnes, il se passe rien. Quand je dis rien, c'est vraiment rien, absolument rien. Que des dialogues théoriques. Parfois, entre deux chapitres, le jeune homme s'en va et il revient poser d'autres questions au philosophe. Et donc début d'un nouveau chapitre. Et c'est parfois difficile de comprendre des notions qui sont expliquées en utilisant des exemples méga vagues. Et il y a aussi un truc qui m'a bloqué au début du livre, c'est que j'avais pas de figure d'autorité. Dans les romans, ou même les livres non-fiction, tu apprends à connaître les personnages ou l'auteur pour que leur discours ou leurs actions aient un contexte, une certaine légitimité. Mais là, pas du tout, parce que, encore une fois, je ne connaissais pas les auteurs. Donc imaginez-vous en train de lire un livre où deux personnages sont en train de se disputer pendant tout le livre, il se passe rien d'autre que des disputes. Vous ne les connaissez pas et ils n'ont pas forcément de légitimité, ils font pas forcément sens au début parce que même le philosophe, je vous avoue, il est un peu perché et il expose des idées comme s'il fallait tout prendre pour argent comptant et donc on ne sait pas qui croire, on ne sait pas quoi croire. Au final, j'ai pas forcément adopté le point de vue et la vision du philosophe parce que j'étais pas convaincu. Mais j'ai aimé le côté découverte. Je me suis dit au bout d'un moment, ok, j'aurais pas retiré forcément grand chose de ce livre, mais au moins j'aurais découvert toute la psychologie adlérienne, l'école philosophique que je ne connaissais pas. Par contre, ça veut pas dire que j'ai forcément adhéré aux idées présentées. Et pourtant, ce format, c'est le principe de dialogue socratique qui est utilisé. En fait, la structure du livre s'inspire directement de la méthode de Socrate, le philosophe grec qui utilisait le dialogue entre un maître et un élève pour faire émerger la vérité. Non pas en affirmant, mais plutôt en questionnant. Mais à la différence, Socrate, il avait déjà une légitimité qui était préétablie avant ces dialogues-là. Et donc c'était plus facile quand même d'adhérer à ses propos. Finalement, de ce livre, la seule chose que j'aurais retenue, c'est qu'on n'est pas responsable des autres. Ni de leurs problèmes, ni de leurs opinions, ni de leurs réactions, ni de leurs traumas. C'est simple, mais est-ce que je l'aurais retenu si quelqu'un me l'avait dit en passant dans la rue, ou si je l'avais lu sur une affiche de métro, ou des choses comme ça? Pas forcément. Et je pense que c'est ça aussi la magie du livre, c'est que ce sont des histoires qui servent à retenir une notion, une idée, une morale. Alors, est-ce que le courage de ne pas être aimé mérite sa place dans votre bibliothèque? Pas forcément. Encore une fois, ce livre est très intéressant si vous souhaitez découvrir la psychologie adlérienne et arriver jusqu'au cheminement qui va vous permettre de vous affranchir du regard des autres. Mais comme je l'ai partagé dans la première citation, je pense qu'il y a d'autres moyens, parfois plus simples, et qui ne nécessitent pas forcément d'adhérer à une psychologie entière pour pouvoir s'affranchir du regard des autres. Et je pense que ce genre de liberté, le fait de pouvoir passer à l'action sans s'occuper de ce que les autres vont penser, c'est aussi quelque chose qu'on développe par la pratique. Je pensais beaucoup au moment où on a démarré à faire nos podcasts avec Jules, quand je préparais cet épisode, parce qu'en fait, on a pas mal procrastiné parce qu'on avait peur aussi, je pense,
des retours que nos proches allaient nous faire sur le fait d'avoir lancé un podcast et le fait de faire des épisodes sur des livres qu'on avait lus. Mais ce n'est pas pour eux qu'on le fait, c'est déjà pour nous. Et ensuite, pour les personnes qui vont faire l'effort, comme vous, d'écouter nos épisodes et qui vont continuer de nous écouter parce qu'ils savent ce qu'ils peuvent y trouver et qui sont intéressés par ce qu'on propose. Et je vous encourage à vous poser cette question à votre tour. Quels sont les projets ou quels sont les rêves que vous n'avez toujours pas entrepris parce que vous aviez peur de ce que les gens allaient penser de vous? Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'ici. J'espère que l'épisode vous aura plu. Et je vous dis à très vite sur Inspiration Podcast. Inspiration.